Bienvenue sur le podcast Détermination, je m'appelle Sébastien Vignier, plus connu sous le nom de Ninja Valaisan, directeur du centre de ninjutsu à Sion et à Châtel-Saint-Denis où l'on pratique l'art des ninjas. Ce podcast est conçu pour te donner des inspirations de personnes de tout horizon, tels que des entrepreneurs, des sportifs qui ont dépassé leurs limites pour vivre une vie qui leur corresponde. En passant par des challenges de leur vie, ils vont nous inspirer à aller de l'avant, même après les échecs. Le chemin, pour moi, c'est le plus important que le résultat. Comment on reste persévérant, déterminé, même quand il y a des tempêtes. Comment on continue à avancer, même la tête sous l'eau. Comment ne pas subir la vie, mais être l'acteur de celle-ci. Les astuces les plus surprenantes vont être dévoilées sur ces épisodes. Place à l'invité du jour. Alors, bienvenue sur le podcast Détermination avec Gérald Matisse. Donc, on est aujourd'hui chez Air Glacier. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais et puis un peu ce que tu fais dans la vie, ta passion? Ouais, pas de souci. Donc, ma vie, voilà, exactement, ma vie professionnelle, c'est ma passion aussi. Ça fait plusieurs dizaines d'années que ma passion, c'est la montagne, un peu sous toutes ses formes. Donc, je travaille chez Air Glacier depuis plus de 25 ans maintenant en qualité de guide sauveteur, mais également avec d'autres casquettes et dans d'autres dicastères. Donc, Air Glacier, c'est une grande société avec de multiples fonctions, que ça soit en l'air ou même au sol. Ok, génial. Et comment est-ce que tu deviens en fait guide de montagne? C'est quand que tu t'es dit ça, quand tu étais jeune? Si on reprend un petit peu dans le passé, t'as commencé comment en fait toute cette histoire? Alors, c'était grâce à un récit de notre prof de maths, Paulo Panchard, qui est bien connu dans le milieu de la grimpe. Quand j'avais 15 ans, c'était au cycle d'orientation, il nous a présenté le déroulement de sa fameuse patrouille des glaciers de 1986, où il y avait beaucoup de gelures dans des conditions extrêmes. Et puis je me suis dit, waouh, franchement, la haute montagne, ça risque d'être un truc génial, quoi. Ok. Très dur, j'ai toujours aimé l'effort physique. Et puis ensuite, je suis rentré au Club Alpin de Sion, comme membre OJ. Ouais. Puis j'ai fait des cours de moniteur jeunesse et sport, puis ensuite le cours de guide. Le cours de guide, j'ai entendu beaucoup de choses dessus. C'est quelque chose de difficile, c'était dur, ça a changé. Tu connais un petit peu comment ça se passe maintenant? Bon, ça a toujours été très, très dur. Il faut être très bon dans toutes les disciplines. Ok. Au cours de guide, il y a des disciplines avalanche, technique de ski, conduite de groupe en hiver à randonnée à ski, de la cascade de glace, du sauvetage, de la technique d'escalade en chaussons, de l'alpinisme. Et puis tout ça couronné d'examens à la fin de chaque session. Donc c'est vrai, Il faut être complet. C'est un bon stress et puis il faut être entraîné. Et puis j'ai toujours dit vivre, penser et pratiquer la montagne pendant plusieurs années avant d'aller aux examens. Génial. Et est-ce que tu te rappelles un moment difficile pendant que tu faisais cette période-là, où quand tu étais en montagne, ou que tu t'entraînais, où il y a tout qui se déroulait facilement Donc pendant le cours de guide, on va penser à ça toute notre vie, c'est clair. C'est des moments où on est sous pression. Le premier jour, lorsqu'on rentre aux examens, l'expert nous dit, vous êtes observé toute la journée et vous avez 7 notes par jour, par candidat. Donc ça va de la forme physique, à la connaissance de la montagne, au comportement en cabane, au comportement relationnel, à la conduite de groupe. Donc c'est des grosses concentrations durant des semaines et des semaines. À l'époque, c'était 8 semaines de formation pour devenir aspirant guide de montagne. La première année, ensuite on a une année de pratique avec un autre guide sous supervision pour apprendre à conduire les groupes. Et la troisième année, c'est aussi une saison supplémentaire d'aspirant guide, où à la fin de chaque saison, les examens finaux, hiver et été, sont dispensés. Incroyable. Et là, t'avais quel âge à peu près? Là, c'était en 98, j'avais 27 ans. J'ai fini le cours de guide à 27 ans. Génial. J'ai pratiqué la montagne pendant 7 ans avant d'aller au cours et aux examens. Et quand on parle de cours de guide, c'est pas une formation qu'on va recevoir. C'est qu'on va déjà démontrer ce qu'on sait techniquement. Donc, il faut être prêt, il faut être entraîné. Et il y a plutôt une partie, je dirais, enseignement ou accompagnement de groupe qu'on nous apprend durant ces formations. Parce que c'est vrai qu'on pratique entre copains de la montagne à fond pour être pris au cours. Et le jour où on est guide de montagne, il faut savoir moins aller à fond, mais plutôt s'adapter au rythme du groupe ou du client qui intéressant. Forcément c'est super intéressant. Un peu moins élevé que celui du guide. Donc celui qui ne sait pas faire le pas en disant « Ok, maintenant, je dois me ralentir, je dois écouter, accompagner et coacher le groupe », c'est un peu difficile. Ouais, c'est ça, c'est complètement différent entre la montagne où tu y vas à fond et puis avec les gens
il faut aller à leur rythme et tout. Faut pas les dégoûter. Faut que ce soit bien, quoi. Exactement. Ah ouais, intéressant, super intéressant. Et tu m'as parlé de la glace aussi. Tu faisais la grimpe sur la glace, c'est ça? Oui, alors la C'est ça? Ça s'appelle cascade de comment? glace, Cascade de il y a glace? 25 ans, n'était pas une partie à part entière aux examens. Ça se faisait dans les séracs en été, au mois de septembre. Ouais. Depuis quelques années plus tard, c'est devenu une discipline à part entière. Il y a des possibilités, de la demande de la clientèle pour escalader ces cascades de glace. Donc, il y a actuellement un module supplémentaire où les candidats sont évalués, sont notés uniquement sur la cascade de glace. Ok. Toi, tu en fais un peu à côté ou bien? Un petit peu. Ouais. C'est pas ma spécialité. Ouais. C'est vrai que la cascade de glace par rapport à l'escalade, ça demande C'est différent. bonne préparation. Ok. La structure est moins solide. C'est la glace, c'est éphémère. On doit poser les points d'ancrage tout seul. C'est des vis à glace à fixer dans la glace. Quand en rocher, les pitons, les speeds sont déjà fixés à demeure. Ouais. Mais non, je pratique un peu toutes les disciplines. Génial. Et chez Air Glacier, si on peut rentrer un petit peu dans une intervention que tu as fait et qui te revient avec des... Ça peut être dans le passé, ça peut être quelque chose qui te revient. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager, qu'on pourrait partager avec les auditeurs? Oui, volontiers. Ouais. Donc, en 25 ans, c'est quand même plus de 2000 missions héliportées. Waouh. Pas toutes en rapport avec des drames ou des gros accidents. Ça va de la cheville foulée en forêt où on doit intervenir avec le treuil de l'hélicoptère. Donc, comme guide sauveteur, on intervient uniquement lorsque c'est technique. Oui. Un hélicoptère qui peut poser sur une piste de ski pour une jambe cassée où le patrouilleur réceptionne l'hélicoptère. Nous, comme guide, on n'intervient pas. Dans l'hélicoptère, il y aura le pilote, l'assistant de vol qui est ambulancier diplômé et le médecin. Ok. Par contre, la même cheville cassée sur la piste d'à côté dans une pente où l'hélicoptère ne pourrait pas atterrir, là, les guides, on intervient en plus dans l'hélicoptère pour la partie sécuritaire. Ah, je comprends. Donc, on descend au bout du câble, on va peut-être sécuriser le patient pour éviter qu'il le glisse plus bas. Wow, ouais. On peut prendre les premières mesures médicales aussi en tant que technicien ambulancier ou ambulancier. On peut faire les premiers gestes de premiers soins. Oui. Ensuite, le pilote treuille le médecin à son tour avec la civière, le sac médical. Sur place, on médicalise, on fait les soins appropriés. Et ensuite, on fait remonter le patient avec le médecin au bout du câble. Et nous, comme guide, on part en dernier si on doit enlever des cordes fixes ou des pitons qu'on aurait plantés pour la sécurité de l'équipage et du blessé. Waouh, incroyable. Et du coup, en fait, l'hélicoptère, il reste tout le temps en suspension et toi, tu descends le long du câble, c'est ça? Exactement. C'est c'est le paramédic, le technicien dans l'hélicoptère qui nous fait descendre au bout du câble, qui se déroule, qui se renroule. Une fois que le médecin et le guide sont au sol, le pilote part, va se poser plus loin. Et lorsqu'on est prêt à remonter, il va nous chercher. Ah, c'est ça, d'accord, ouais. Il ne reste pas en l'air, en dessus de nous, durant le temps de la mission. Ouais. Et du coup, ça prend combien de temps? Parce que j'imagine l'hélicoptère, il va assez vite au sommet des montagnes ou comme ça. Ça prend combien de temps, une intervention? Quand quelqu'un, ça se passe comment, en fait? Quelqu'un, il appelle le 144 et puis Exactement, après, c'est tout hiérarchisé. Donc, le témoin appelle le 144, qui est le numéro officiel en Suisse, ou peut-être le 112, parce que c'est un étranger qui ne connaît pas le 144, qui est un numéro uniquement suisse. Ouais. Le 112 arrive à la police cantonale, qui vont basculer l'alarme justement à l'OCVS, à la centrale du 144 à Sierre, qui est la centrale médicale du canton. Et ensuite, le centraliste a quelques minutes pour poser quelques questions pour savoir l'emplacement de la victime, le cas, si c'est un accident, si c'est un cas maladie, l'accès, si ça pose ou pas, et puis les conditions météo. Oui. C'est clair, si la victime se trouve sur un grand plat, sans obstacle, mais c'est épais brouillard, le coup ne pourra pas venir. Ouais, c'est ça que les gens ne se rendent pas forcément compte. Ouais. Trie, prend des informations, puis ensuite engage les bons moyens, selon la région et selon le lieu. Donc le 144 pour engager une ambulance en ville de Sion, une ambulance avec le véhicule SMUR, si c'est aussi en ville de Sion pour un cas grave. Donc le véhicule SMUR, c'est le médecin qui va sur place avec ce véhicule accompagné d'un ambulancier supplémentaire. Oui. Puis si ce cas se passe en montagne, effectivement, les arbres décisionnels du système de l'engagement du 144 proposent un hélicoptère et ensuite le service concerné selon la région est alarmé avec un système de proximité aussi pour toujours essayer d'avoir l'hélicoptère le plus proche de la situation pour porter secours aux personnes. Excellent. Et ça ne veut pas dire que l'hélicoptère peut accéder sur place en tout temps. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il fera mauvais temps. Le pilote pourra peut-être poser l'équipage en quelque part, dans un village, en bord de chemin. Et ensuite, l'équipage continue à pied s'il fait mauvais ou s'il fait nuit.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, parce que des fois, on se dit: «Mais de toute façon, l'hélicoptère, il peut venir partout», mais pas forcément, en fait. Il y a toutes ces conditions à gérer, à savoir. Et combien de temps ça prend, à peu près, si d'un coup, le temps, il est clair, ou si d'un coup, on doit monter, je sais pas, Voilà, à Anzer ou voilà, donc si on prend Crans-Montana, le Valais central, Vallée une Centrale? mission standard en hiver, si c'est un sauvetage, comme tu dis, Anzer ou à Crans-Montana, c'est 30 minutes. 30 minutes? Ah ouais, c'est Le rapide. temps de recevoir l'alarme, de décoller, d'aller sur place, de faire les soins, de les porter jusqu'à l'hôpital, d'amener le, 30 minutes? d'amener le Ah ouais, patient à l'hôpital, de faire la remise aux urgences, ouais, de reprendre l'hélicoptère, d'être disponible. ouais, Ça, c'est le temps minimum, hein. ouais, ouais, Après, ouais, si on ouais. prend la même mission, je ne sais pas, dans la région du Grand Saint-Bernard, où on va déjà mettre plus de minutes pour voler sur place, et il Mmh. faut peut-être treuiller 2 guides parce que c'est une avalanche, il y a plusieurs missions à faire, ça peut durer jusqu'à 4 à 5 heures, hein. Waouh. Et comment ça se passe à l'intérieur de toi quand c'est une avalanche ou un truc un peu, stressant? Est-ce que tu directement, tu arrives à être calme? Enfin, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi, en fait? Alors, c'est comme Ouais, dans tout métier, puis dans tout être humain, ça dépend comment tu es disposé le jour-là, mais ouais, on est quand même concentré durant les gardes. ouais, Puis c'est vrai que si on voit le mot-clé sur le SMS qui s'affiche, le natel de garde, quand on voit avalanche, alors c'est clair, ça nous stresse, mais c'est un bon stress, donc je veux dire par là, il faut avoir les idées claires, savoir quel matériel prendre, oui, à quel endroit. Le matériel est déjà prêt, et là on embarque assez rapidement, et notre première mission sur place, c'est bien sûr la sécurité personnelle, oui. avant d'aller se mettre n'importe où, peut-être en danger parce qu'il fait mauvais temps ou il y a un risque sur avalanche. Ah On va ouais, pouvoir analyser d'abord la situation, et ensuite intervenir en espérant avoir la sécurité maximale. ouais, 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 ouais. Et sur place, on peut soit atterrir à côté, soit descendre au bout du câble. Si on prend l'exemple de l'avalanche, on a une différence à l'alarme si le patient est dehors de l'avalanche et c'est une prise en charge médicale, Oui, ou si le patient est sous l'avalanche et quelqu'un est en train de le chercher et de le dégager. oui, Et puis l'autre étape, c'est une avalanche avec du monde dessous et personne n'est capable de faire la recherche. ouais, Donc là, on sait que ce sera pour nous. oui. Donc il y aura plusieurs choses à faire, la recherche, le dégagement, les soins médicaux. Ouais, puis ça, c'est des journées Voilà. qui peuvent être très longues, j'imagine, Oui, ça peut être très ouais, long, ça ouais. peut s'enchaîner aussi d'une OK. mission à l'autre. Ah OK, ouais. Il n'y a aucune règle. Il y a OK, des jours où on ouais, est au taquet parce qu'on se dit il a neigé, il fait beau, les skieurs sont là, on doit sortir. ouais. Puis en fait, on ne bouge pas. OK. Et puis une semaine plus tard, les conditions se sont stabilisées, il ne fait pas très beau, on est en semaine. Et là, on ne sait pas pourquoi, il y a 4 missions à la fois ou à la suite. Ouais, c'est Euh, fou le rythme que vous avez ouais. avec les missions qui s'enchaînent, ça, je trouve ça Ouais. impressionnant. Dans une journée, il peut avoir combien de missions, tu Alors, ouais, Agassi réalise environ 2500 missions par année, toutes ouais, missions confondues, que ce soit même les transports les transferts sur les hôpitaux. Mais après, si ouais. on prend un exemple bien fourni, c'est les vacances de carnaval. Ah ouais. S'il fait beau, les conditions sont bonnes, il ne fait pas trop froid, les skieurs sont là, on fait jusqu'à 30 sauvetages par jour, hein, Non. avec Ah ouais. 4 à 5 hélicoptères pour un Incroyable. glacier. Incroyable. Alors, c'est Incroyable. peut-être 80% des prises en charge sur les pistes de ski, Oui, de jambes cassées, de genoux, d'épaules, hein, et puis le OK. reste peut-être des nettoyages en forêt, une avalanche par-ci par-là, ou aussi des évacuations. Là, les guides, on intervient pour les évacuations de personnes qui sont ni blessées ni malades. Je donne D'accord. un exemple, Ouais, c'est super à skier, c'est génial, la piste de ski, tout est tracé, tous les couloirs sont aussi tracés. Les skieurs veulent voir d'autres choses, partir à ah ouais, l'aventure, ouais, ouais, vont de plus en plus loin, faire le couloir d'à côté, mais finalement, le couloir d'à côté ne sort pas au fond parce qu'il est par de rochers. Donc, mince. Donc, il y a les skieurs sont pris au piège. Ah, je vois, ouais. Heureusement qu'au jour d'aujourd'hui, il y a du téléphone mobile présent quasiment partout dans les Alpes. Oui. Donc, c'est un appel au secours et puis on va les évacuer. OK, ouais, ouais, je On comprends. les ramène à la voiture sur les pistes. OK, ouais, je comprends tout Donc, à ces fait. missions se déroulent Ouais, sans médecin, oui, si on a la notion que les patients, enfin les impliqués, ne sont pas blessés. ouais, ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as des fois des gens qui sont il y a des via ferrata et des choses comme ça, j'entends des fois. Il y a des gens qui restent bloqués un peu là-dessus, ou bien? Oui, très Ouais. souvent. Ah ouais? OK, Oui, OK. Et ça, c'est vous aussi qui intervenez? exactement. Voilà, les VF Ferrata, ça fait 15 ans qu'elles existent. OK. Alors, ça demande un effort physique, il faut grimper Ouais. sur ces échelons, on a du matériel technique. Et souvent, de temps en temps, les personnes banalisent un peu l'effort à fournir. J'imagine en se disant, bah, c'est cool, on suit un câble, on suit des barreaux, comme pour monter sur une échelle. Mais Ouais. seulement, souvent, c'est vertical, hein. Ouais. On va même surplombant. Il fait chaud, les gens minimisent peut-être les boissons et la nourriture à prendre avec. Ouais. Il y a l'effet de groupe aussi. Oui.
un groupe de 5 qui parfois va faire assez compliqué, avant qu'un des 5 ose dire au compagnon « je suis fatigué, je la sens plus », il va pas le dire. Et une fois que vraiment toutes les solutions, toutes les réserves et l'énergie a été dépensée, quand les gars ne peuvent plus avancer, restent bloqués. C'est plus compliqué de descendre une via ferrata. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit l'impliqué, surtout fatigué, et puis appelle les secours en attendant sur son échelon, ou bien va jusqu'au rupteur, grimpe jusqu'à lâcher prise. Heureusement, les longes sont faites pour absorber l'énergie de la chute. Puis à ce moment-là, les gens sont assez tétanisés en disant « ma longe s'est déchirée, je suis pendu dans le vide, j'ai tout essayé, j'ai plus de force, j'appelle les secours ». Ok, mais là, vous faites c'est proche de la falaise quand même, on peut pas trop aller avec l'hélicoptère ou bien. Si, on arrive à faire pas mal de choses. Oui. Ok. Si c'est vraiment surplombant, on peut se faire poser sur le parcours de la via ferrata et puis progresser, nous comme sauveteurs, en mode via ferrata jusqu'à l'impliqué, jusqu'au blessé. Oui. Et puis ensuite, on peut faire venir le crochet du treuil de l'hélicoptère pour évacuer ces personnes. Ah, ok, ouais. C'est vrai que si on va les centrales, il y a des via ferrata plus durs que d'autres et on va régulièrement toujours aux mêmes endroits où on connaît les passages difficiles, où les personnes arrivent à bout de force dans ces endroits. C'est quels endroits? Voilà, la Via Farinetta, elle est connue pour... le troisième. Exactement, la troisième partie. Un peu fatigué, ça surplombe et tout. Surtout qu'il y a 2 échappatoires avant, à la fin de la première sortie, à la fin de la deuxième sortie, à la fin de la deuxième partie, pardon. Mais comme je disais tout à l'heure, avant que la personne dit aux copains, je n'ose pas continuer. Ils sortent pas. Rien, puis elles essayent. Et ils continuent, Et si on revient un peu dans une opération qui t'a touché, est-ce que tu en as une qui te vient en tête durant toutes ces années? Je pense qu'il y en a eu tellement, mais... Oui, il y en a plein, exactement. Il y en a certaines qu'on oublie, les moins compliquées. Il y en a d'autres qu'on n'oublierait jamais. Soit dramatiques, soit compliquées, soit valorisantes. Et moi, j'aime raconter justement des missions qui sont, entre guillemets, sympas. C'est pas des drames, c'est pas des accidents, parce que c'est pas très cool à raconter. Je prends une évacuation de remontée mécanique. C'est technique. On se fait pendre au bout du câble à l'hélicoptère, on se fait poser sur un télésiège, sur une télécabine, pour sortir les gens de leur véhicule, donc de leur siège ou de leur cabine. Donc, les gens ne sont pas blessés, ne sont pas malades, donc en soi, c'est pas un drame. Mais c'est vrai que la remontée mécanique, avant d'appeler l'hélicoptère, va tout faire pour essayer de trouver une solution de secours. Puis en principe, après 2 heures, si la panne n'est pas trouvée, l'évacuation doit avoir lieu. Donc la société va appeler l'hélicoptère. Puis c'est vrai que par beau temps, c'est une solution pratique et rapide. Mais c'est ça. Et une mission qui m'a toujours frappé, c'était il y a 10 ans passés, il devait faire moins 17 degrés sur un télésiège, 4 heures l'après-midi au mois de janvier. Donc la nuit arrive très rapidement. On nous alarme pour évacuer une 50aine de personnes, dont des enfants sur un télésiège à l'ombre, au vent et par moins 17. Donc on part avec 3 hélicoptères, on se met au bout du câble. Chaque hélicoptère a sa portion du télésiège. Et moi, je dis au pilote, on remonte la ligne, on repère où se trouvent les enfants, on va les sortir en premier. Les enfants sont tellement résistants que les adultes. Mais c'est ça, Alors le pilote me pose sur le siège, et puis donc on en face d'eux quand on se fait poser sur le siège. Puis ensuite, on s'accroche au siège, bien sûr, pour nous assurer. On se présente, on dit bonjour, et puis ensuite, on met un triangle d'évacuation, c'est des baudriers rapides. Et là, les 4 enfants qui étaient en face de moi avaient des étoiles et des larmes dans les yeux. Incroyable. On m'a dit, là, vous êtes notre sauveur aujourd'hui, quoi. C'est touchant. 2 heures, ils nous attendent, ils ont froid. Ils connaissent pas la suite, ils savent pas qu'un hélicoptère pourrait être engagé, ils ne savent pas si le télésiège sera en panne toute la nuit. Il y a pas de comment ça se passe. Mais le skieur qui est resté bloqué sur un siège, lui, il sait pas pour combien de temps. C'est ça. Donc, quand on arrive là, en fin de journée, par moins 17 degrés, c'est la... On va y arriver. C'est fou. Et toi, ça te met de la gratitude, ça te... Ouais, complètement. Parce qu'on se dit que sans notre action, certainement que les gens sont sauvés, peut-être par des poulies, en venant avec les employés des installations sur le câble et sur le siège. Et ça prend peut-être 2 heures supplémentaires. Et puis on se dit, si personne entreprend un sauvetage dans ce contexte, du moment où l'installation est en panne, les gens restent là... dans la nuit et dans le froid. Mais donc toutes les installations sont prévues pour être évacuées avec du personnel par les poulies et par hélicoptère, moyennant quelques heures de délai. Mais c'est vraiment... Et même toutes les missions, on se dit, la personne qui se blesse, qui se perd, ou qui a un souci en montagne,
va tout faire autrement avant d'appeler l'hélicoptère. L'hélicoptère, souvent, c'est le dernier moyen. Oui. Donc, quand on arrive, on se dit, voilà, grâce à notre action aujourd'hui, grâce à notre mission là maintenant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour la personne. C'est incroyable. Ouais. Soit de descendre sur le dos du copain, soit d'attendre toute la nuit. Et bien sûr, ouais. D'arriver, de les prendre et de les extraire de leur danger, de leur position, soit dangereuse, soit inconfortable. Ouais. On a vraiment de la chance en fait de pouvoir s'appuyer sur vous en dernier recours quoi, sur les glaciers. Ça sauve vraiment énormément de vies chaque année. Et donc, j'ai un grand merci, quoi. C'est trop bien. Et puis maintenant, si on revient un peu sur ta passion aussi sur la montagne, si on peut en discuter un petit peu, est-ce que tu as des sommets que tu adores faire? Est-ce que tu as des choses un peu pour parler un peu aux gens, à tout le monde, inspirer un peu les gens sur des endroits magnifiques qu'on a dans ce beau Valais? Est-ce que tu as des endroits que toi tu aimes faire ou... Oui, bien sûr, tous les endroits en montagne sont magnifiques. Après, les endroits plus compliqués que d'autres, des endroits plus relaxants, je dirais, si on va se ressourcer après peut-être une période difficile de sauvetage. Il y a des périodes aussi dans l'année qui donnent des effets aussi, dépendant quel endroit où on va. Mais c'est vrai que moi, la cabane des Odanes et le Wildhorn, c'est mes premiers sommets, mes premières randos en montagne avec des copains, on ne savait pas trop où on allait. C'est l'aventure, quand même. C'est l'aventure, exactement, là. Ouais. Je vais souvent dans cette région, et puis je suis membre aussi de la cabane des Odanes. Oui. On donne un coup de main dans la région pour faire vivre cette cabane, et puis emmener des gens au Wildhorn. Le Wildhorn, c'est un sommet qui n'est pas difficile, mais souvent, ce sont des personnes qui viennent faire ce sommet pour avoir un premier contact avec la montagne. C'est vrai, oui. Ça leur est suffisant, c'est 6 heures aller-retour, on marche sur du glacier, on voit des crevasses, on s'encorde. Waouh. Et puis j'adore aller dans cet endroit. Après, et du coup, tu fais guide de montagne pour ça aussi, donc tu accompagnes les gens pour ça. Donc... un petit peu à côté pour cette région. Ouais. Et les gens, ils peuvent téléphoner. Enfin, comment on prend contact avec un guide, en fait, par exemple? Comment on prend contact avec toi pour faire le Wildhorn? Donc ça se passe, il y a plusieurs possibilités. C'est soit que des personnes s'inscrivent dans un bureau de guide d'une région où ils sont en vacances et désirent faire un sommet précis, soit demandent un conseil pour faire un sommet pour aller en montagne. Donc toutes les possibilités sont ouvertes. Oui. Puis si on prend le cas du Wildhorn et de la cabane des Odanes, avec l'Office du tourisme et l'association, on fait de la publicité justement pour faire venir ces personnes à la cabane dans un premier temps et ensuite aller sur le sommet. Ouais, c'est un endroit qui est magnifique, quoi. C'est incroyable. Je suis monté d'ailleurs il y a une semaine ou deux au Wildhorn. C'était magnifique. Ouais. Et c'est vrai que on est entre deux glaciers là. C'est le glacier du Wildhorn là. Ouais. Et puis celui à côté, c'est le de Téné. De Téné, ouais. Téné, ouais. Ah, c'est le glacier de Téné en fait, mais ils l'appellent autrement là maintenant, non? Pas le Thun Glacier, non le. Oui, alors celui-là, il est sur le côté Berne. Ah ouais. Exactement, ouais. Mais sur le devant, il y a le glacier du Wildhorn et le glacier de Téné. Ah ouais, c'est les deux ensemble. Ils sont gentiment séparés en deux à cause de la fonte du glacier. Ok, ouais. Il y a une bande de roches qui apparaît entre les deux glaciers et puis on voit l'évolution du climat et de la météo année après année. Ouais, et cette année, ça tient encore parce que la neige de cet hiver n'a pas encore totalement fondu. Donc ça crée une couche de protection sur la glace. Ouais. Le glacier n'a pas encore commencé à fondre. Ah, top. Ok. On est à mi-août, donc c'est bon signe. Ouais, ça, c'est bon signe. Et du coup, ça, c'est un 3000 mètres, 3002 3250. 3250, précisément. Et qu'est-ce que tu conseilles comme matériel pour quelqu'un qui vient avec toi ou... Enfin, quelqu'un qui veut monter une distance comme ça, parce que les gens ne savent pas forcément non plus quel matériel prendre. Il y a tellement on est là pour enseigner puis pour conseiller. Ah, ouais. Donc, pour cette ascension du Wildhorn, par exemple, il faut un baudrier et des bâtons de marche. Ouais. Éventuellement des crampons, si la glace est apparente et est en glace vive. Oui. Si la neige est consistante, on peut monter facilement sans crampons. Excellent. Par une partie rocheuse ou par une partie neigeuse. Ça évolue selon les conditions de la météo durant la saison. Ah, magnifique. Et est-ce que tu te souviens un peu des moments qui t'ont marqué un peu en montagne, qui t'ont ému ou comme ça? Si tu as des choses qui te... aussi, il y en a plein. Ouais. Quoi. Ça fait des années que je vais en montagne. Ouais. J'ai fait des grandes courses. Là. J'avais le but, dans les années 2006-2007, de réaliser tous les 4000 de Suisse. Pas à la suite, mais en 25 ans. Et puis, c'est vrai que j'avais commencé par le Bissorn. Souvent, c'est le 4000 qui est assez accessible à celui qui commence la montagne. C'est 4000 en dessus de Zinal. Puis
Puis ensuite, j'ai beaucoup pratiqué et j'ai une connaissance qui m'a dit il faudrait que tu fasses tous les 4000 de Suisse. Donc, C'est un note toutes super mes challenge. courses depuis longtemps Ouais, dans un carnet et puis il m'en restait 12 ok, en incroyable. 2006, je crois. Ouais, Et puis j'ai commencé à les cocher. Donc les plus difficiles avec des collègues guides, puis les moins compliqués avec des amis. Et à la fin, il me restait le Cervin, ok, dernier 4000 des 48 waouh. en Suisse. Donc voilà, je suis allé au Cervin en 2009, je pense, pour la première fois, puis pour clôturer ce petit challenge personnel. Là. Mais c'est génial de se mettre des challenges comme ça, quoi. 4000 Suisses, ouais. Incroyable. Et puis quand t'arrives à Honte, t'étais heureux, je Ouais, pense. ben heureux. Ouais. C'était un petit peu l'aboutissement d'un petit projet. Un petit projet, 48, t'as dit? Oui, mais en 30 ans, ça passe. 4000 mètres, ouais, Faut les mais prendre 4000 mètres. les uns après les autres. Waouh, ouais, c'est génial, Ouais. quoi. Puis d'un coup, t'as comme ça des idées qui te viennent, des challenges qui te poussent à te dépasser, c'est un peu ça, Ouais, exactement. Ouais. C'est par le métier qu'on pratique, il faut quand Ouais. même rester en forme. Ah ouais, Comme on disait tout à l'heure, l'hélicoptère ne vole pas dans toutes les conditions. On dit toujours les personnes sont en montagne, pas forcément en haute montagne, tous les jours de l'année ou même toutes les nuits. ouais, Il y a des gens qui marchent la nuit, qui font du canyoning la nuit, qui skient la nuit, même par mauvais temps, un bon capuchon, des bons habits. Et puis, je dis, il y a toujours du monde en montagne, 24 heures sur 24 toute l'année. Donc, si par hasard l'accident devait arriver, oui. on se doit d'essayer d'aller leur porter secours. Ouais, Et puis si faut on doit être partir en à forme. pied avec un brancard sur le dos, des cordes, le soir, alors qu'on pense aller dormir, il faut qu'on soit un petit peu entraîné. Ouais, c'est En clair. se fixant un petit peu les objectifs de bons dénivelés ou d'enchaînement de courses, ça permet d'allier justement la passion, les challenges et puis Ah, mais c'est génial cette puis philosophie de vie, l'entraînement. j'adore, j'adore. Et est-ce que d'un coup, quand tu fais une montagne ou un 4000, je pense qu'il y a des moments qui sont un peu plus durs aussi, au moment où tu grimpes, ou c'est tout le temps. Comment tu fais en fait pour garder une constance en fait pendant que tu montes? Parce qu'il y a des moments où tu es fatigué, il y a des murs, des fois on appelle ça le mur, où on est crevé et puis il faut quand même continuer. Tu fais comment en fait? T'as des astuces ou bien ça C'est t'arrive? l'expérience quand même. Hein. Ouais, Moi, je me ok. souviens à 17, 18 ans, on partait comme des fusées. Ouais, Youpi, avec un gros sac. Et puis au bout de 2 heures, comme tu dis, on a le mur, on n'en peut plus. Je dis le football aussi, donc les efforts physiques sont pas les mêmes. Hein. Au football, c'était des accélérations et des récupérations. Puis en montagne, tu dois apprendre à ne partir pas trop vite pour tenir sur la longueur. ouais, c'est ça. Puis ça s'apprend avec l'expérience, avec des cas vécus. Ouais, Quand tu es parti plusieurs fois à fond et puis plusieurs fois ça marche pas parce que tu n'en peux plus, ben, ouais, tu corriges, tu trouves une autre solution, tu pars plus lentement, mais en tenant le bon rythme. excellent. Ça Mais m'arrive là, quand cet été d'aller sur un sommet où c'est un groupe de jeunes je suis en 4000, je pars très lentement, parce qu'au début c'est au plat, puis ensuite ça monte. Puis à un moment donné, un des jeux me dit, bon, est-ce qu'on pourrait accélérer? ah Je ouais, dis, non, carrément. fais-moi confiance. Ouais, mais c'est facile, c'est au plat ici. Pas de souci, on garde le même rythme. Ouais, Puis quand on a attaqué la montée, on avait toujours le même rythme et puis on arrive au sommet facilement. mais c'est ça. Puis je leur expliqué, c'était ça la montagne, quoi. C'est, Ne pas brûler les étapes et puis ne pas vouloir tout consommer tout de suite là, mais de manière rapide. c'est Sauf si on a vraiment. l'entraînement et puis l'expérience. Mais ça, c'est une bonne leçon de vie, parce que je pense que c'est un peu comme Exactement, ouais. dans tout, en fait. C'est le rythme, en fait, il remplace absolument la motivation, il remplace la fatigue, il remplace tout. Dès qu'on a un Mhm. rythme, je pense que c'est tellement plus facile dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. C'est vraiment top, là. Et puis la montagne, c'est particulier aussi, ça. C'est Ouais. un sport particulier, on ne peut pas tricher. Ouais, Si tu n'arrives pas au sommet parce que tu es fatigué, tu peux pas faire autrement, tu peux pas dire je prends un câble, un treuil, un hélicoptère, donc c'est un échec, tu vas pas au sommet, c'est pas si grave en soi. ouais, Contrairement à, je sais pas, la marche en plaine ou une course à vélo où on peut tout d'un coup bifurquer ou rentrer ou s'arrêter. ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est un endroit c'est assez particulier. particulier, exactement. Et c'est quoi qui t'attire un peu? Parce que moi j'adore aussi la montagne et je me demandais toujours, mais comment ça se fait que je suis tellement bien entre 2000 et 3000 mètres? Enfin, tu vois qu'il y a un truc qui est un peu différent en fait là-haut. Toi, ça te touche aussi un peu ces paysages lunaires ou comme ça? Ou Ouais, c'est quoi qui. complètement. Après, c'est une Mm, passion, mm. c'est que certaines personnes l'ont ou pas. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, c'est particulier. Tu vas grimper ou tu vas marcher en montagne. euh, Mhm. il fait tantôt chaud quand on est au soleil, il fait tantôt froid si le vent se lève, on transpire. Ouais. C'est pas très confortable comme sport. C'est pas comme si on tourne en rond sur une piste d'athlétisme. Ouais, On transpire un bon coup, puis ensuite on a les vestiaires à côté pour se changer. ouais, c'est ça. Donc il faut être prédisposé à endurer un petit peu ces contrariétés de la haute montagne. Ouais. Mais si on a la passion et l'envie, ça passe bien.
Ouais, génial. Et puis, c'est quoi tes challenges un petit peu maintenant, alors, vu que tu te mets tout le temps des challenges sur les 4000 et tout. Une fois que tu as terminé ça, tu as eu d'autres idées, j'imagine. Ouais, ouais, alors moi, je suis pas un aventurier dans l'âme. Je suis Ouais, assez local, mais c'est vrai que ouais, après que l'âge qui passe, ça s'agit aussi, je veux dire. Mais ouais. après, moi, je sais pas s'il neige jusqu'en plaine. Moi, j'adore partir à ski de la plaine pour rallier un sommet ou une cabane. Et ça, c'est trop C'est fort, des grands quoi. dénivelés, c'est super. Et Ouais, ça, tu avais fait, tu m'expliquais avant qu'on démarre l'interview, là. Tu peux réexpliquer un petit peu ce que tu as fait, là, le démarrage? ouais. Ouais, Ouais, ah, alors après, il faut avoir congé le bon jour, avec les bonnes ouais, conditions. Il faut qu'il neige en plaine. Si on prend l'exemple là que je t'avais expliqué, ouais. c'est clair de partir à ski au pied depuis la ville de Sion à côté de voitures qui roulent dans la neige, hein, et puis terminer l'ascension au sommet des pistes à Anzère, C'est ça fait incroyable. 4 heures de montée, un bon dénivelé. On passe de la ville à la forêt à la montagne. Ouais, c'est Ouais, c'est génial. des petits plaisirs personnels comme ça, et puis que certains diront mais à quoi ça sert, et puis Ben oui, c'est ça. c'est Il pas fait si, quoi, lui? c'est pas si intéressant que ça, mais voilà, moi ça me Mais convient, c'est, ça me bah, le convient, et puis principal, c'est que oui, ça, on fasse des choses qui nous fassent vibrer. Et puis, exactement, ouais. excellent. Et si d'un coup, tu pars faire un 4000 ou comme ça, si on revient là-dessus, tu prends d'autres matériaux, tu prends... Enfin, tu as toujours du matériel de base. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'on prend, en fait, quand tu fais quelque Alors, chose de plus haut ou... ça dépend, c'est pas l'altitude qui va donner Ah, la liste de matériel à avoir, ouais. c'est la technique Ah, là, ouais. ou le genre de course. Tu fais Tu vas comment? avoir Tu Bison par repères? exemple. Ouais. Bison, c'est un sommet purement glaciaire. Il faut Oui, des crampons, un piolet, un baudrier, une corde, oui, et du matériel de sauvetage en cas de crevasse. oui. Par contre, si on va au Cervin, on a plutôt besoin du matériel de rocher aussi. Ouais. Cordes, des crampons peut-être pour la fin de la course au sommet. Ou alors si on fait un sommet totalement rocheux où c'est que de l'escalade, on n'aura ni besoin de crampons, ni de vis à glace, ni de piolet, mais plusieurs mousquetons, des coinceurs et des dégaines. Et là, tu vas toujours à deux ou tu vas des fois tout seul, comme ça? Parce que si Ah tu non, dois pour la haute montagne, pour la on haute doit montagne, s'assurer, il faut aller à deux, c'est faut aller beaucoup plus toujours à deux. sécuritaire, on fait des Ouais, longueurs, on s'assure ouais, parmi, ouais. on fait monter la personne avec un système d'auto-assurage. On se fait assurer quand on fait les longueurs en tête. Excellent. Alors, chaque sommet a ses spécificités. Si c'est du Ouais, rocher, de la glace, ou une arête, ou une face de glace aussi. ouais, Le matériel est sensiblement différent. Mais si on va en haute montagne, le matériel de base, je pense, casque, baudrier et corde, ouais. ça fait partie du matériel technique de base. Qu'on Excellent. complète ensuite avec le matériel spécifique de la course. Trop bien. Et des fois, je vois, bah, tu as des panneaux, en fait, blanc, rouge, blanc, où il y a du bleu aussi au milieu. Mhm. Ça veut dire quoi, ça? C'est blanc, Alors, bleu, il y a bleu. 3 catégories de Ok. signalisation en Suisse. Il y a Ouais, les panneaux jaunes et noirs, ouais, qu'on voit dans les villages, ou à ouais, proximité de villages. ouais, Il y a les panneaux, ou des peintures blanches et rouges. ouais, Ce sont des chemins de montagne. Et le blanc et le bleu. ouais, Alors, tout est catégorisé, tout est mis en place selon des normes et des standards bien précises. ouais. Les chemins, les itinéraires balisés en jaune et noir sont les itinéraires faciles, larges, où le pratiquant n'a pas besoin de se concentrer pour trouver Ah, son chemin. mhm. C'est un bis, c'est un chemin campagnard ou un chemin large entre les villages. Ouais, Les chemins rouges et blancs sont des chemins de montagne où il faut être un peu vigilant parce que peut-être la trace disparaît à un moment donné, ou s'il y a de la neige fraîche, il faut juste ouvrir un peu les yeux pour trouver la suite de son chemin. oui. Et les itinéraires en blanc et bleu sont des itinéraires alpins qui nécessitent peut-être l'emploi de matériel supplémentaire, une corde, Ah, des crampons ou des longives à ferrata. d'accord. C'est plus de la marche pure et dure, Oui, il y a il y a un peu il y a d'escalade, un peu de technique à trucs faire, voilà. techniques. Ouais, ouais, ouais. C'est Excellent. vrai que les gens qui vont suivre ces itinéraires doivent déjà s'enseigner. Oui, C'est facile au jour d'aujourd'hui avec Internet, on a accès à toute une foule d'informations, de documents qu'on n'avait pas à l'époque. Et puis tout est décrit sur la section, la durée, le dénivelé, le matériel à prendre. c'est vrai que c'est Après, pas si les mal, personnes ouais. ne sont pas trop attentives à ces consignes, et puis arrivent bloquées contre un chemin blanc et bleu, alors que son petit basket, il faut des crampons parce que ça passe sur la glace noire, la glace vive, Ouais, ouais, ouais. Ça va pas, ça. ça ne passera pas. Ouais. Mais au col des Odanes, là, par exemple, derrière, là, Mhm. ça, c'est pas noté blanc et bleu, je crois. Non, parce C'est... que c'est une échelle Ah, qui est inclinée, mais pas ah! dangereuse en soi. Ok, ouais, 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 C'est ouais. pas une ferrata. Ouais. D'accord, c'est pour ça, Voilà. ok. Et là, je pense qu'on est à la limite de la catégorie blanc et rouge, Ok, pour ouais. une portion qui dure quoi, 15 mètres. Oui, Ouais. c'est pas très long, quoi.
Mais ouais, c'est vrai que c'est super joli hein, au col des Odanes, là derrière. Ça, c'est incroyable. Mais ouais, ben, merci en tout cas pour toutes ces explications. C'était super de t'avoir sur ce podcast. Ben, si vous voulez d'un coup monter au Vildorn, ben, vous pouvez ben, contacter Gérald par la cabane des Odanes. C'est trop bien. Allez, à tout bientôt. Merci beaucoup.